Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 284 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu? Ton micro est fermé, Joe. Il n'était pas censé ouvrir tout de suite. Habituellement, il déclic puis il reclique. En tout cas, bref. Je m'en allais dire un mauvais gag. J'ai l'impression qu'on est dans le jour de la marmotte. Je recommence le même cours que j'ai donné il y a à peu près 2 heures à mes élèves. Absolument. On va vivre la même situation ce soir. On est pas mal tous rendus à la même place. Hein. Oui, c'est ça. Fait que ça va, à part de ça? Oui, ça va. On a un beau petit programme pour ce soir. Je suis bien content d'avoir de la belle visite en plus. Fait que... Absolument. Et puis, professeur Roussel, prof Roussel, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Moi aussi, comme Joe, je suis content d'être ici ce soir. Le sujet m'intéresse particulièrement. Là. Peut-être pas tant sur les bases historiques que savoir de quoi on se souvient aujourd'hui de ça. Ça veut dire parce que ça parle de guerre. Voyons donc, commence pas à partir de rumeurs à mon sujet. De rumeurs. Non, c'est un sujet passionnant ce soir, messieurs. Qu'on va tristement passionnant, par exemple. Triste, oui, ça dépend pour qui, n'est-ce pas? Mais on va en parler. On va demander au prof d'histoire. Comment vas-tu, mon cher Marc-André? Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Écoute, ça fait des semaines, des mois que je veux te revoir sur le show. Mais comme on parlait avant d'entrer en onde, on a tellement de sujets semaine après semaine qu'on repousse. Puis là, on est rendu à la fin. Je pense qu'on est rendu à la fin, hein, si on parle de la conquête ce soir, messieurs. Pas mal la fin de la Nouvelle-France, je pense. Ouais. Une fois de temps en temps, peut-être parler d'un personnage de la Nouvelle-France, mais on va finir notre série, je crois, qui a été... ça a été long, une bonne année à parler de la Nouvelle-France. Ça a été long puis plate. Non, vraiment pas. Non. Non, au contraire. C'est juste parce que la façon qu'il l'avait amené, j'avais l'impression que ça allait être plus négatif que ça. Ouais, ça a été douloureux à faire, cette série-là, mais non, sans blague, ça a été vraiment le fun. On parle de quasiment 7, 8, dans ce coin-là, 8 épisodes sur la Nouvelle-France. Je me souviens quand on parlait de faire une série sur la Nouvelle-France, on parlait de 4, peut-être 5 épisodes. Mais on s'est rendu près de la dizaine. Alors, c'est quand même, on a couvert beaucoup de choses. Tant que ça. Oui, quand même. Ben, tu sais, là, je ne suis pas préparé pour te dire tous les titres, là, mais le premier, c'était avec Médéric, justement. Médéric Sioui, de Champlain. Ouais. Puis là, on finit ce soir avec la conquête. Puis ça, Champlain, c'est comme en décembre 2022. Il y a eu les Afro-descendants avec Webster, on a parlé avec Biz 2 fois. Non, il y en a eu beaucoup d'épisodes sur la Nouvelle-France. Le géant au pied d'argile avec Marc-André. Non, on a fait quand même beaucoup, mais pas autant que justement Marc-André, le prof d'histoire, que sur sa chaîne. Écoutez, j'espère que les écoles du Québec, les profs d'histoire, se servent plus de la chaîne de Marc-André parce que, comme on disait, il y a beaucoup plus, pas d'effets spéciaux, mais c'est plus... c'est meilleur visuellement, mettons. Visuellement, c'est meilleur au lieu de 3-4 dos qui jasent. On s'entend. Mais tu disais, Marc-André, que tu as déjà présenté notre premier épisode, notre première collaboration à un de tes groupes. Oui. C'était pertinent. Puis, je voulais faire découvrir aussi sur la Terre des Hommes aux élèves. Tu montres un peu ce qui se fait aussi autre que ma chaîne YouTube ou sur YouTube en général. Puis, j'aime bien, moi, l'aspect podcast. Je trouve que pour les élèves, c'est intéressant que ce soit dans le transport scolaire pour retourner à la maison ou que ce soit parce qu'ils suivent les parents faire des commissions ou autre, puis ils attendent. Donc, je trouve que c'est souvent plus facile peut-être pour eux de suivre l'histoire sous forme de podcast que de devoir s'installer devant un écran dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir suivre ce qui est dit. Effectivement, puis ça fait changement des youtubeurs français qui écoutent toute la gang. Là. C'est assez incroyable à quel point c'est très, très made in France, ce que nos élèves écoutent. Donc, si on peut avoir 2-3 épisodes qui ne parlent pas de wesh puis la flemme, je pense qu'on va avoir ça de gagner. Non, mais c'est quand même que, tu sais, moi, de mon côté, j'encourage mes élèves à écouter le prof d'histoire, puis tout de ton bord, sans qu'on se parle, mais t'encourage à écouter Sur la Terre des Hommes. C'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Même... c'est un produit de qualité que vous faites, hein. Fait que c'est vraiment, là, je trouve qu'il n'y en a pas assez, moi. Vous devriez en faire plus. On est à combien, là? 300? Ouais, c'est ça, 284, je pense, celle-là. Ouais, 284, c'est ce soir. Fait que, oui. Tu parles-tu de Napoléon dans tes cours? Moi, ça? Oui. Oui, je vais parler
troisième secondaire, là, quand on va parler du blocus continental et autres. Là. Oui, je l'aborde. OK. Good. Là, Je dis ça, je suis Stéphane pas de aime manière beaucoup très Napoléon, intéressée, je c'est pense. juste parce qu'on a fait 3 épisodes du Napoléon jusqu'à date, 2, 3. Ça serait pertinent, oui. Ouais. Mais Napoléon, question comme ça avant qu'on rentre dans le sujet de la conquête directement. Est-ce que tu es allé voir le film, toi? Moi, oui, je suis allé en première. J'avais Ah! tellement hâte de le voir. Ouais, c'est mon personnage historique préféré, Napoléon. OK, Je pense puis... que je vais avoir 30-40 livres sur lui derrière moi, la bibliothèque. Wow. Oh! Ah, ouais. Ouais, j'ai plus de livres sur Napoléon que de livres sur l'histoire du Québec-Canada. ben écoute, je te lance l'invitation. Bientôt, excusez. Ouais. Bientôt, on va faire un épisode sur la campagne de Russie, si ça te tente. Là. Ça serait, Ouais, ça serait vraiment pas mal, ça. Parce qu'on a fait quoi? Trafalgar, Austerlitz. L'Austerlitz, puis un survol de Napoléon et la Oui. chose militaire. Là. Ouais, c'est ça, on en a fait 3. Ouais, dans le fond, c'est ça. On a fait 3 épisodes, puis ben, je ne sais pas si c'est bientôt. On n'a pas parlé d'une date pour faire la campagne de Russie, mais ça ne devrait tarder avant l'été, au moins, hein, avant de prendre... Et après la vexillologie? Hey, oui, en passant. En passant, je suis en train de faire un caout là-dessus. OK, je me suis dit comment faire pour faire jouer Stéphane, faire jouer Joe, puis les auditeurs qui vont être là. Ben, on va faire une espèce de méga caout. En gros live sur les pages Facebook de Joe, la mienne, le YouTube, etc. Fait qu'on va essayer de faire péter la machine. Okay. C'est vraiment cool que le monde embarque. On va faire péter Caout, ouais, avec des drapeaux. J'espère vous pogner dans certaines. Là, il y en a des faciles. Certains, on va commencer facilement, puis après ça, on va aller dans du plus corsé. Alors, voilà. Fait que ça, c'est la semaine prochaine, hein? Ça vous tente-tu? Ça vous tente, oui. Ben ouais. La vexillologie. Alors voilà, on est capable Vexillologie. Oui, c'est ça, vexillologie. L'olologie. Tu l'as pas encore. Je vais l'avoir pour la semaine. Il reste une semaine pour te pratiquer. Exactement. Alors, les gars, allons-y sans plus tarder, parce que je ne veux pas passer une demi-heure sur nos prochains épisodes. Mais ce soir, justement, on termine la série sur la Nouvelle-France avec la guerre de conquête. Comment vous voyez ça avant d'entrer dans les événements, tout ça? Si je commence par Stéphane, comment vois-tu la conquête, toi? Est-ce que tu vois ça positivement, très négativement? Pour quel parti tu as voté aux dernières élections provinciales, Stéphane? En fond, tu me demandes si je suis de l'École de Montréal ou l'École de Québec. On pourrait y revenir tantôt. Là. Mais en fait, moi, je l'aborde plutôt comme un objet d'étude. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est savoir de quoi on se rappelle aujourd'hui de ça. Et on a dit souvent la société québécoise a oublié son histoire militaire. Elle a tout oublié, c'est vrai, sauf la bataille des Plaines-de-Brame. C'est la seule bataille que vous pourriez tester dans vos cours, par exemple, si vous demandez à vos étudiants. Nommez-moi une bataille importante dans l'histoire du Québec. C'est probablement la seule qui va remonter. Ensuite, il y en a d'autres qui vont dire Normandie. Grosse chance, effectivement. Mais c'est en fait, a posteriori, on peut dire que c'est l'événement traumatique dans l'histoire de la société québécoise. Que toutes les études nous montrent que la société québécoise voit l'année 1759 et la session de 1763 comme étant la grande rupture, le grand choc. Là. Puis c'est drôle parce que ça a pris 50 ans à peu près à sortir. C'est juste vers 1840 qu'on commence à raconter cette version-là de l'histoire de la conquête. Pour moi, c'est l'événement traumatique, puis c'est celui qui structure encore le rapport que la société québécoise a avec la chose militaire, là, mettons. J'adore ça. Toi, Joe, comment tu vois ça? Mais moi aussi, je le vois comme ça. C'est vraiment... je pense que si on avait nommé les 3 événements les plus importants de l'histoire du Québec à partir, exemple, de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, c'est sûr que c'est le premier. Il n'y a pas plus, je vais dire, important en termes de changement de culture que d'avoir littéralement un deuxième peuple qui vient asservir une population complète. On va dire un troisième. Je pense que ça serait mieux de dire oui, je parlais dans le sens de avec les Européens, dans le fond. Mais effectivement, effectivement. Je parlais au côté européen, donc un deuxième peuple européen qui arrive pour asservir tout le monde, ça a amené quand même pas mal de traumatisme, effectivement. Et puis un changement aussi dans la société où quand on parle justement au temps de la Nouvelle-France, avant la conquête, on n'avait pas peur pour notre culture, on n'avait pas peur pour notre langue, notre religion.
Mais à partir de la conquête, on commence à se battre. On commence à se battre un peu pour notre survie, veut pas, là, avec cette conquête. Et toi, mon cher Marc-André, comment vois-tu la conquête dans l'histoire du Québec? Sur le niveau de c'est le moment de fracture. C'est vraiment la séparation entre le régime français puis ce qui va devenir, comme Joe l'a précisé, là, la puissance anglaise qui vient écraser, dominer les francophones du territoire. Là. Et pendant plusieurs siècles. Puis effectivement, ça crée des traumatismes. On pourrait même dire encore aujourd'hui. Parce que il y a une autre chose aussi, en fait, dans les aspects qu'on voit moins, c'est que c'est une rupture aussi, c'est un choc majeur parce que toute l'élite de la société, ou presque, va quitter. Les officiers militaires, les seigneurs, il va rester que ceux qui ne peuvent pas retourner, ou en tout cas qui ont leur terre déjà, ou tout ça. Ou ceux qui sont nés en Nouvelle-France et qui se considèrent plus habitants de la Nouvelle-France que Français. Mais effectivement, les Français d'origine vont presque tout partir. Mais imaginez-vous une société qui, du jour au lendemain, perd toute son élite, tous ceux qui constituent les dirigeants de la société. Ils partent tous très rapidement, donc tu as une société qui se retrouve en même temps orpheline de sa propre élite. Là. Mais c'est là où l'Église va prendre toute la place aussi. Ça va devenir la seule, justement, élite qui va être capable de venir un peu prendre ce rôle-là pour le meilleur et pour le pire. Un peu, l'Église, là, c'est sûr qu'on parle. L'Église, c'est surtout après la conquête, ça va être un peu l'espèce de courroie de transmission entre le gouvernement britannique et puis la population canadienne-française. Aujourd'hui, on appellerait ça des collabos, mais c'est... Ben, c'est quasiment, oui, c'est ça. C'est des collabos pour faire... Pour garder leur pouvoir et leur influence, ils ont été prêts à collaborer avec l'envahisseur. Exactement. Je ne serais pas aussi direct que ça, mais en tout cas, Tantôt, on va y revenir là, quand on parlera des conséquences. Oui, parce que pour juste en rajouter sur ce que Joe dit, c'est un peu ça, pour être sûr de pouvoir nommer un nouvel évêque, puis après ça, de perpétuer la loi. Il n'y avait pas le choix de collaborer, c'était ça, ou bien votre Église meurt, là, petit Moi, je pense qu'il faut être plus nuancé que ça. Là. L'Église a quand même protégé beaucoup les francophones, dont la langue elle-même. Les institutions, c'est elle qui a pris soin de la population au complet. Là. Fait que puis collabo, je ne sais pas à quel point sans l'Église, la population francophone aurait été aussi docile envers leur envahisseur. C'est l'Église qui a permis aux Anglais de calmer un peu la population, jusqu'aux patriotes, finalement, qui se sont renversés parce qu'on était dans un mode de révolution planétaire à l'époque. Là. Mais l'Église est venue aussi sauver la relation entre les Français et les Anglais. Puis sinon, il y aurait d'autres guerres. Peut-être que ça aurait été plus catastrophique que ce que les Français ont vécu au final. Là. Ouais. Je suis d'accord en ne l'étant pas. Parce que je continue à dire que s'il n'y avait pas eu l'Église catholique, justement, peut-être que ça aurait été différent. Probablement pour le pire, mais j'ai l'impression que les gens ont été beaucoup plus dociles, justement, à cause de l'Église catholique. Il y a vraiment deux visions pas qui s'affrontent, mais les deux, vous avez raison, ça le peut. Puis je suis pas en désaccord avec ce que Marc-André dit, c'est tout à fait ça, mais c'est de voir dans quelle langue que tu le prends. Est-ce que l'Église a sauvé la langue française et la culture francophone, ou l'Église a facilité, dans le fond, je veux dire, l'anéantissement de la culture française francophone pour une élite britannique qui va venir prendre toute la place par la suite? Alors que pour moi, l'Église, il y a deux églises. Il y a l'Église de 1763 jusqu'à 1837-38, puis il y a l'Église d'après. C'est-à-dire, elle n'est pas la même. C'est pas la même institution. Elle est beaucoup plus puissante après 1837 qu'après moi, je pense qu'on a trouvé le prochain épisode. On s'en va faire les Patriotes la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Mais avant de parler des Patriotes et de l'ultramontanisme, messieurs, moi, j'aimerais ça faire une série. Pourquoi ne pas poursuivre avec le régime? L'histoire du Québec, ben oui. Oui. Mais, sur la Terre des Hommes, écoutez, on va faire ça jusqu'à temps qu'on soit dans des chaises à trous, là, tu sais. Jusqu'à temps qu'on ait tous des nouveaux casques à Apple avec les grosses lunettes, là. Ouais, c'est ça. Mais là, on s'éloigne du sujet. Revenons. Comme d'habitude. Oui, c'est ça, exactement. On s'emporte. Je salue Steve Werner, un de nos membres Patreon qui est là ce soir.
qui dit bonsoir, quel timing. J'en parlais justement de la conquête aujourd'hui. On est tous rendus à la même place. On est tous là, Steve. Alors, un autre prof qui est là. Vive les secondaires 3. Oui, exactement. On te salue, mon cher Steve. Alors, on est en prof d'histoire de secondaire 3, mis à part professeur Roussel, mais lui, qui était là, qui était présent à la bataille des plaines d'Abraham et qui analysait. Un témoignage historique. J'ai essayé de convaincre mon calme de faire autre chose, mais il ne m'a pas écouté comme d'habitude. Hors de la forêt, hein, avec d'autres Canadiens et d'autres Premières Nations à faire la guérilla. Je prenais des notes. Mon calme ne t'a pas écouté. Oh, c'est ça. Parlons, messieurs, des causes. Qu'est-ce qui a commencé la guerre de conquête? On pourrait parler de la guerre de 7 ans, mais l'une s'enchevêtre dans l'autre, on s'entend. On pourrait même reculer avec un peu les guerres intercoloniales, tu sais, les 3 guerres qui nous amènent à cet état-là. Tu sais, je pense que s'il n'y a pas le traité d'Utrecht, le résultat aurait peut-être été différent aussi. Tu sais, avec Utrecht, on perd quand même plus que le tiers du territoire de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France se fait encercler par la baie d'Hudson, par Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Donc, on se ramasse dans un univers où, peu importe la façon que le combat aurait été mené, on était beaucoup plus désavantagés que si la bataille avait eu lieu avant le traité d'Utrecht. Moi aussi, je pense que c'est la principale cause de la guerre de la conquête. Selon moi, c'est le traité d'Utrecht. Parce que c'est ce traité-là, finalement, qui va perdurer dans le temps, qui va créer les tensions dans la vallée de l'Ohio. Parce que dans le traité, Terre-Neuve est cédée, la France cède Terre-Neuve et Plaisance, la ville française, aux Anglais, aux Britanniques. L'Acadie va être cédée, qui va créer la Nouvelle-Écosse. On a mentionné Terre de Rupert aussi, officiellement, parce qu'il y a eu plusieurs batailles dans le coin, notamment avec Pierre Lemoyne d'Iberville, on se souvient. Puis, finalement, l'Ohio, qui est très mal défini par le traité. Où se terminent les Appalaches? Où est-ce que le territoire français s'arrête? Puis c'est cette non-précision, cette ambiguïté dans le traité qui fait en sorte qu'il va y avoir une tension qui va escalader assez rapidement. C'est vraiment proche des 13 colonies qui veulent s'expandre vers l'ouest. On est directement dans le vif du sujet. Ben, c'est exactement une des causes, justement. Tu sais, on pourrait parler aussi, tu en as parlé, Marc-André, mais de l'Acadie, qui, avec le traité d'Utrecht, passe aux mains des Britanniques, qui va mener 40 ans plus tard, 42 ans plus tard, à la très triste déportation des Acadiens. Mais si on parle justement de la vallée de l'Ohio, dans cette région-ci, pour ceux qui sont en vidéo, c'est ce qui mène justement à la bataille, excusez-moi, mais à la bataille dans le fond, de la bataille de l'Ohio, c'est ça, de la vallée de l'Ohio. Ben exactement, ça va mettre le feu aux poudres et puis ça va déclencher, si on veut, la guerre de la conquête. Une des seules guerres que ça partit dans les colonies et c'était pas les métropoles qui ordonnaient de démarrer cette conquête-là. Ça s'est passé ici avec un jeune général anglais des 13 colonies, un colonial du nom de George Washington. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ceux qui sont à la maison. Mais un jeune officier qui est dans l'armée britannique qui va combattre les Français et qui va perdre. Et qui va perdre ce cher Georges? On se demande bien comment il va finir sa vie, ce gars-là, mais c'est clair que c'est une vie remplie d'échecs après cet événement-là. Alors, vous voyez le traité d'Utrecht, encore pour ceux qui sont en vidéo, on voit l'encerclement qui se dessine. À l'ouest, ce qu'on voit pas, c'est les rocheuses. Je veux dire, t'es quand même pris au piège pareil. Et puis, contrairement à cette carte-là, si je vous amène en 1700, vous voyez, j'ai pris les pages du livre parce que j'en trouvais pas des assez clairs. Alors, est-ce que tu utilises, par exemple, ma zone CEC? Non, c'est vraiment des screenshots de cartes que je fais avec le livre. Mais vous voyez, en 1700, ça ressemble à ça. Là. Vous voyez qu'encore la vallée de l'Ohio, jusqu'au nord de la Floride, c'est contesté. La terre de Rupert qui est complètement contestée. Terre-Neuve, Acadie qui appartient à la Nouvelle-France. Et puis, on passe de ça, en 1700, à ça. Fait que vous voyez, l'encerclement commence... Joe l'avait précisé aussi là, que la Nouvelle-France va se sentir encerclée, c'est pas faux. Le Cap Breton, par contre, en Acadie, n'a pas été donné à l'Angleterre, donc les Français vont en profiter pour construire. L'année même, prennent la décision en 1713
de faire la construction quelques années plus tard de la forteresse de Louisbourg, justement, pour protéger l'entrée et le golfe du Saint-Laurent et l'entrée du fleuve, parce qu'ils sont effectivement encerclés de partout. Puis, ils doivent avoir un point solide, une forteresse jugée imprenable là, pour contrôler la région. Absolument. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Imprenable, ben, c'est fait prendre en 2 reprises. Très imprenable. Exactement. Puis 200 quelques années plus tard, ils vont construire la ligne Maginot. C'est les mêmes qui vont construire la ligne Maginot. Il y a plusieurs de mes élèves, ben, j'ai 2 groupes, là, j'ai 2 élèves qui ont pensé à la même chose, que quand je donnais ce cours-là, justement sur Louisbourg, que je disais justement, ça gardait l'entrée du golfe Saint-Laurent pour empêcher les Anglais de pénétrer à l'intérieur justement du golfe et ensuite du fleuve. Puis la même question est revenue 2 fois. Ben, ils ont juste à aller plus au large puis revenir, puis jamais que Louisbourg va les voir. C'est un peu vrai, là. Oui, ça protège, théoriquement. Ça se contourne quand même bien. On tourne là, en allant plus au large, puis... Ouais, ben il n'y a pas juste ça. Il y a qualitatif avec ce questionnement-là. C'est que là, tu as une base à partir de laquelle opérer. Oui, c'est ça. Parce que Louisbourg, en fait, c'est la flotte de navires qui se trouve à Louisbourg qui contrôle la région. Ce n'est pas Louisbourg en tant que tel. Louisbourg va accueillir les milliers de marins qui c'est ce que ça représente aussi. Habitent ces forteresses flottantes-là. Mais c'est un entrepôt géant parce que tout le stock de la France arrête à Louisbourg avant de se rendre dans le golfe du Saint-Laurent. Donc... Oui, il y a beaucoup de va-et-vient de navires. Là. Il faut s'imaginer l'activité effervescente que dans ce coin-là, là, avec les navires qui viennent, qui partent, les marins qui font la fête, c'est une population de soldats aussi sur place. Donc, ouais. Alors, je vous amène, les gars, tranquillement, mais sûrement, je vous amène en 1755. Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette date-là? 1755. Un événement très important dans le début de la déchéance de la Nouvelle-France. La déportation des Acadiens. Ah, ben oui. Alors, la déportation des Acadiens, je vous pose la question. Est-ce que ça signifie le début de la fin pour la Nouvelle-France, vous pensez? Je pense pas que ça ait vraiment été le début de la fin, parce que je pense que le début de la fin était déjà lancé depuis longtemps. Je pense plus que c'est un affront pour terroriser ceux qui restent. Un peu une façon de faire une campagne de peur en montrant aux autres qui sont encore là, regardez qu'est-ce qu'on peut vous faire si vous ne vous soumettez pas tout de suite. Je pense que c'était plus un message qu'ils envoyaient, parce que je pense que la déchéance était déjà pas mal engagée en 55. Alors, moins important, ben, tu sais, vraiment en grande guillemets. Non, c'est pas que c'est pas important, mais dans le rôle est pas tant important. L'événement est hyper important et traumatisant, mais je pense pas qu'il y ait eu un rôle important dans la conquête. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-André et Steph? En fait, moi, les Acadiens, parce qu'il y a eu... les Acadiens ont quand même participé à plusieurs escarmouches au début de la guerre. Puis ils se sont fait repérer durant les batailles de la région là, par des forces britanniques. Fait qu'on savait que lesquelles familles participaient aux batailles qui n'étaient pas supposées parce qu'ils avaient juré neutralité, parce qu'ils ne voulaient pas porter allégeance. Fait que déjà, tu as des Français sur ton territoire, ils ne veulent pas porter allégeance, ils ne veulent pas promettre quoi que ce soit. La seule chose qu'ils te promettent, c'est une neutralité de ne pas participer au combat. Or, on sait que c'est eux qui fournissent une grande quantité des provisions aux forts français qui sont à la limite de l'ancienne Acadie, du territoire de la Nouvelle-France. Ils vont participer à plusieurs escarmouches batailles, ils vont tuer des soldats anglais. Donc, je sais pas, c'est comme la résistance, si tu veux, qui se fait un peu déculotter, puis exposée au grand jour, puis les conséquences vont être sévères envers tous les habitants, parce que là, ils ne vont pas faire de discrimination. Là. On prend tout le monde, puis on évite qu'il y ait une montée de la population contre les forces britanniques locales. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 1755, un des principaux stratégie, un des principaux plans des Britanniques, c'est d'aller chercher Louisbourg, comme ils l'ont déjà fait, pour contrôler l'entrée du fleuve, puis pour éventuellement faire une attaque navale sur Québec. Fait que ça fait partie des plans, puis ils ne peuvent pas prendre Louisbourg si la porte de la Nouvelle-France est protégée par des Acadiens qui se rebellent déjà, et qui peuvent augmenter en quantité. Là. Donc, ils sont une menace pour, stratégiquement parlant, pour les forces britanniques de la région pour aller chercher Louisbourg. Là. Est-ce que tu dirais, Marc-André, que les Anglais, les Britanniques trouvaient plus menaçants, justement, les Acadiens que les Canadiens? Non, je pense pas.
il y avait aussi des Micmacs qu'il ne faut pas oublier qui sont dans la région, qui vont appuyer les Acadiens. Là. Fait que je pense que c'est un mélange des trois. Les Français, les Acadiens et les alliés autochtones de la région pouvaient attaquer les forts anglais qui étaient placés pour justement approvisionner les forces militaires de la région britannique. Là. Puis c'est toujours ça la Nouvelle-France. Hein. On pense souvent aux batailles. Il y en a plusieurs batailles, malheureusement. On l'a mentionné, c'est souvent la bataille des plaines d'Abraham qu'on se souvient. Ouais. Mais il y en a une grande quantité de batailles importantes qui sont avec beaucoup plus de soldats, beaucoup plus longues que celles des plaines d'Abraham. Mais c'est une guerre qui est basée sur l'approvisionnement des troupes. C'est un immense territoire. Ça prend des semaines entières à amener les munitions, les armes, bouger les armées dans la forêt, amener les armées par navire. Une fois sur place, il faut continuer de les nourrir, ces soldats-là. Donc, les chaînes d'approvisionnement sont essentielles à la réussite de cette guerre-là. Donc, d'un côté comme de l'autre, ils ont besoin des alliés autochtones et surtout des populations locales, canadiennes ou acadiennes dans ce cas-ci, qui connaissent le territoire, qui vont acheminer la nourriture puis qui vont aider les soldats. C'est très important, ce réseau-là, qui doit, comme une espèce de faisceau sanguin qui va pomper le cœur de l'armée. On doit absolument les laisser ouvertes, ces veines-là, qui vont continuer de faire fonctionner tes soldats. La logistique, c'est souvent la grande négligée dans l'histoire militaire, hein, qu'on oublie que la logistique détermine en grande partie le résultat des trucs. Plus la ligne est longue, plus ça a de chance de flancher. Exactement. Et pour terminer sur la déportation des Acadiens, ma perception, puis là je reprends les mots d'un de mes collègues qui voit les guerres en Amérique du Nord et on pourrait dire l'ensemble des guerres qu'il y a entre la France et l'Angleterre et impliquant les Autochtones, comme étant rien de moins qu'une forme de nettoyage ethnique. C'est-à-dire où le but, c'est en même temps de t'emparer du territoire, de te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher de l'exploiter avec tes gens. Donc, ça veut dire souvent de t'en prendre directement aux populations civiles ennemies. Là. Et les Canadiens et leurs alliés autochtones étaient assez bons là-dedans dans ce genre d'opération-là. Sur la carte, excusez, j'ai de la misère avec ma gorge ce soir, mais sur la carte que je vous partage encore, je vous encourage, ceux qui écoutent en podcast, d'aller écouter en vidéo. On voit justement si je peux dire, les trajets que les Britanniques vont prendre pour conquérir la Nouvelle-France, notamment le plus célèbre d'entre tous, là, de prendre Louisbourg, puis après ça, au printemps, puis à l'été de 1759, d'entrer dans le fleuve Saint-Laurent pour aller assiéger Québec. Mais on voit justement toute la constellation, si je peux dire, la constellation de forts tout autour, justement, on en a beaucoup dans la vallée de l'Ohio, plusieurs victoires aussi de Montcalm, hein, quand même, qui a su défendre la Nouvelle-France avec les miliciens canadiens, les Autochtones et puis les Français. Mais là, je vais arriver à une question pour vous. Là, la guerre de 7 ans, je vous amène en 1756. OK? La guerre de 7 ans est déclenchée en Europe. Guerre de 7 ans qui, pour plusieurs historiens, est considérée comme la première des vraies guerres mondiales. Parce qu'elle va s'étendre partout sur la planète. Une guerre mondiale au 18e siècle, quand même, il faut le faire. Là. Mais est-ce que vous pensez que la France avait l'intention d'aider la Nouvelle-France avec tout ce qui se passe partout dans le monde? En Europe notamment, dans les Antilles, ça brasse beaucoup avec les Anglais. La Nouvelle-France est-elle le cadet de ses soucis? Quand on considère que c'était celle qui était la moins rentable, c'est sûr et certain que ça allait être celle qui allait mettre le moins d'intérêt. Tu as bien plus intérêt à aller te battre pour garder tes colonies dans les Antilles ou n'importe où ailleurs que la Nouvelle-France. Donc, je pense que les gens se sont fait cet espoir-là que la France, que la métropole allait venir les sauver, mais je suis convaincu qu'il n'y avait jamais eu aucune intention de venir donner du renfort. Je suis convaincu. Ah, ben, moi, non. Moi, je pense qu'ils en ont quand même donné. Ouais. Ils ont envoyé 6 régiments quand même. Donc, c'est plusieurs milliers de soldats quand même assez importants qui vont traverser l'océan Atlantique, qui vont venir. Il y en a envoyé beaucoup plus, mais il y en a presque la moitié qui se sont fait intercepter par les navires de guerre anglais. Fait que ça, c'est une chose. Là. Oui, beaucoup de renforts ont été envoyés, mais beaucoup ont été interceptés, malheureusement, pour les troupes françaises d'Amérique. Puis, si tu regardes, par exemple, la stratégie militaire de façon globale à cette période-là. La guerre, elle se fait en Europe.
Okay? Les armées sont concentrées en Europe. C'est des batailles de 20, 30, 40 000 personnes qui vont se taper dessus sur les champs de bataille. Ils ont besoin de leur effectif militaire. Puis, dans le fond, la France, sa stratégie, elle est simple, c'est d'écraser sur les champs de bataille européens ses ennemis. Et contre toute attente, les Russes ont réussi à contrôler la France, à ralentir la France et ses alliés. Et l'Angleterre en a profité pendant que la France était occupée à essayer de combattre Frédéric le Prussien, d'envoyer tous ses effectifs le plus possible et concentrer en Amérique. Ça, c'est le ministre Pitt qui pense à cette stratégie-là. Donc, la France va être affaiblie si on lui retire ses colonies durant cette guerre et éventuellement, elle va être obligée de se rendre. Donc, c'est en Europe que ça devait se jouer et les Français ont lamentablement perdu contre les Prussiens, qui étaient un redoutable adversaire. C'est pas pour négliger les Prussiens ou Frédéric, mais c'est quand même là que je pense que la France, dans sa stratégie, a perdu, alors que l'Angleterre a profité de cette situation pour, elle, aller écraser les Français dans leur colonie et surtout empêcher les renforts français. Il faut le dire justement, Marc-André, tu viens de dire le nom de Pitt, de William Pitt, premier ministre britannique à l'époque, que lui a l'idée justement de dire la France, oui, comme Joe a dit, il n'en voit pas beaucoup. Là, on voit sur le tableau que je vous montre, il y a quand même 7000 soldats français qui sont envoyés. C'est quand même une bonne quantité. Mais les 13 colonies sous les conseils de William Pitt, que je vous rappelle, était premier ministre de la Chambre des Lords en Grande-Bretagne, a réussi quand même à en mobiliser 23 000. C'est beaucoup, là. C'est énorme. C'est énorme. Oui, il faut dire que la population locale, comme on voit encore sur ton tableau, est beaucoup plus grande, donc tu as un potentiel plus grand aussi de recrutement local. C'est ça, vois-tu sur le nombre des miliciens, par exemple, on voit donc plus qu'il y a encore aussi un net avantage des Anglais. Mais pour répondre à ta question, Jay, aussi, il faut dire que c'est la première fois que la France fait un effort significatif de défense de la Nouvelle-France. 5 000 soldats, ça paraît beaucoup, mais comparé à zéro, avant, tu avais juste les compagnies franches de la marine, puis tu avais les quelques dirigements occasionnels là, qui commencent avec Carignan-Salière, mais 5 000, dans toute proportion gardée par rapport au passé, c'est beaucoup. Mais je pense qu'on partait déjà avec 2 strikes aussi, là, juste par rapport au budget militaire, par rapport à la grosseur du territoire à défendre. Il n'y avait rien qui avantageait la Nouvelle-France, absolument rien. Pourtant, la France était plus riche que l'Angleterre. La France a une population beaucoup plus nombreuse que la plupart des pays européens. Mais je pense que c'était le plus populeux à l'époque. La meilleure économie. Donc, même la plus grosse armée, là, à part les Russes. Là. Mais ils sont... Militairement parlant, les Français sont supérieurs et au niveau du budget aussi. C'est juste que la stratégie innovatrice de Pitt a surpris les Français. Là. Alors, ils ne pensaient pas que c'était possible de tout donner, tout envoyer pour détruire les colonies plutôt que de se concentrer sur la véritable guerre qu'est la guerre européenne. La guerre classique. Il y a un commentaire de Steve Werner qui dit « La France est désavantagée en étant sur le continent européen, tandis que les Britanniques, avec leurs îles, étaient plus confiants d'envoyer autant d'effectifs. » Il faut quand même dire ça, là, les Britanniques, même s'il y avait un projet entre la France et l'Espagne d'envahir la Grande-Bretagne, la seule fois que ça a été pris, la Grande-Bretagne, c'est par Guillaume le Conquérant. Un peu par les Vikings aussi. Oui, ça, mais il y a quand même un avantage. C'est vrai ce que Steve dit. Il y a un avantage d'être protégé en étant des îles. Oui, mais c'est ça. Mais c'est d'excellents marins. Et puis ils ont profité de leur expertise pour neutraliser le lien entre la France et ils ont maximisé toute leur force, dans le fond. Et puis la guerre se passe sur le continent, ça ne se passe pas en Grande-Bretagne. Guillaume Beaulieu qui vient d'arriver. Bonjour à toi, mon cher Guillaume. Ensuite, allons-y avec Louisbourg. Je vois le temps avancer. On va augmenter un petit peu, mais la prise de Louisbourg, 1758, dans l'échelle d'importance de la chute de la Nouvelle-France, vous placez ça où, Stéphane? Je vais laisser Marc-André d'abord répondre. Moi, je dis que tout s'est joué à Louisbourg. Quand Louisbourg est tombé, la Nouvelle-France est tombée. Là. Je l'avais mentionné dans la dernière épisode qu'on avait faite. C'est comme la bouche d'entrée de la colonie. Mm-hmm. Donc, une fois que tu asphyxies la colonie, il n'y a plus rien qui peut rentrer parce que Louisbourg est tombé, ben là, elle finit par dépérir d'elle-même, la colonie, puis l'armée française qui s'y trouve. C'est comme un blocus, dans le fond. Ça.
Oui, puis même que toute l'armée française qui est répartie sur le territoire, tu l'as mentionné, par le chapelet de forts et de fortifications qu'il y avait, ben Montcalm est obligé de rapatrier tout le monde vers Québec parce que là, Louisbourg est tombé, puis on abandonne le territoire là, sans se battre. Là. Donc, même s'il y avait une grande quantité de forts, là, toute la vallée du Richelieu, là, par exemple, là, a été littéralement abandonnée aux Anglais, alors que ça aurait pris des années conquérir tout ça les uns après les autres à coups de boulets de canon puis de mortier. Ça aurait coûté une fortune aux Anglais, mais on est obligé d'abandonner parce qu'on sait que Louisbourg est tombé et donc Québec est la prochaine avec l'armée navale qui arrive. Mais quand on y pense, la vallée du Saint-Laurent était tellement bien protégée. Hein. Les Appalaches d'un bord, Louisbourg qui gardait l'entrée du Golfe. C'était vraiment, stratégiquement, là, c'est un territoire pas imprenable, mais très bien protégé. Là. Mais je pense qu'ils ont peut-être eu un excès de confiance à cause de ça, parce que géographiquement parlant, c'était pas protégé, à part Louisbourg, tu arrives direct à Québec après, il manque de quoi entre les deux, justement, pour peut-être aider à ce que ça soit plus difficile à prendre, parce qu'ils ont été peut-être trop confiants que Louisbourg allait être justement la forteresse qui allait protéger l'entrée du Saint-Laurent, mais une fois que la forteresse est tombée, il ne te reste plus grand-chose pour bloquer le train. Absolument. Mais il y a aussi le fait que ça coûtait tellement cher à Louisbourg. Au lieu de construire plusieurs forteresses, ils ont tout misé sur une grande puissance forteresse, montrer le prestige de la France. Hein. C'est un chef-d'œuvre militaire, la forteresse de Louisbourg. D'ailleurs, ça avait tellement coûté cher que Louis XV avait dit « Je suis mieux de la voir de la chambre de la fenêtre de ma chambre. » Tellement elle doit être immense avec ce que ça lui avait coûté. Là. Wow. Mais il faut dire que Louisbourg, ça a été pris par... c'est combien de soldats et de navires? 5 000, ils ont utilisé plus de 5 000 soldats anglais pour attaquer Louisbourg. Là, puis et 200 navires, ça se peut-tu, quelque chose comme ça? Ah oui, mais c'était des navires de tout genre, mais oui, effectivement. Ça a été rapide quand même comme prise. Dont un jeune officier qui s'est démarqué justement durant la prise de Louisbourg, c'est Wolfe. James Wolfe, oui. C'est là qu'il commence à arriver dans nos manuels d'histoire qu'on le voit la première fois s'illustrer. Et Marc-André, je me trompe-tu ou la forteresse est tombée si facilement parce que les défenses étaient essentiellement orientées vers la mer, alors que, donc là, on a affaire à un débarquement terrestre qui peut prendre de revers la forteresse, c'est ça? Exactement. Okay. C'était une opération amphibie. Ils sont arrivés, dans le fond, par le sud, par la mer. Puis, ils ont neutralisé parce qu'il y avait plusieurs bastions de canons. Ils en ont neutralisé quelques-uns, puis ils ont orienté les canons. Ils ont réorienté les canons au lieu d'être par la mer. Ils les ont tournés vers les Français eux-mêmes. Donc, ils se sont appropriés des fortifications françaises essentielles. Dans le fond, c'est une espèce de baie en même temps. Là, donc, ces places fortes-là, c'est avec des canons, quand ils ont été prises, ben, ils étaient utilisés contre les navires français qui étaient ancrés aussi sur place. Là, donc, ils coulaient les navires français avec les canons français. Là. Wow. Un peu comme on peut le voir dans le film de Napoléon avec Ridley Scott. Là. Ça devait ressembler à ça. À la bataille de Toulon, ça? Ouais. C'est un peu le même genre de stratégie qu'ils ont fait à Louisbourg. Ouais, exact. Et puis là, justement, prise de Louisbourg en 1758. Et puis là, au printemps de 1759, on se dirige, une flotte gigantesque se dirige vers Québec pour l'assiéger. Et puis, on espère justement assiéger et conquérir Québec avant les glaces, enfin, avant que l'hiver arrive. On arrive au printemps, on s'installe. Je vais juste faire un partage d'écran. L'entrée des navires et puis comment qu'on va s'installer devant Québec. Ce ne sera pas long, messieurs. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. Et puis là, c'est ça, comme je disais, là, on est, c'est plusieurs dizaines, voire presque 200 navires britanniques qui arrivent à Québec. On installe des canons de siège sur la partie, dans le fond, sur la rive sud, qui est à Lévis aujourd'hui. Et puis là, on va bombarder Québec pendant tout l'été. Et puis la ville ne tombe pas, messieurs. Elle ne tombe pas. On peut le voir sur ta carte, là. Montcalm s'est bien positionné avec des positions retranchées. Là. Ils vont tenter, dans la bataille de Montmorency, de faire une opération amphibie comme il a fait à Louisbourg. Là. Il y a un gros débarquement avec des centaines de chaloupes qui vont descendre des hommes, qui se font pendant ce temps-là mitrailler par la canonnade.
par des centaines de plombs, puis c'est là qu'ils finissent par abandonner la bataille, retourner dans les bateaux. Donc, il y a des attaques comme ça qui sont grandioses, qui ont été repoussées, puis qu'on parle très peu dans le grand livre d'histoire. Les Français sont bien positionnés, mais il faut dire qu'ils sont aussi très divisés entre eux. Montcalm est en chicane perpétuelle depuis déjà plusieurs mois contre le gouverneur Vaudreuil, qui, lui, est responsable des opérations militaires, mais Montcalm, qui est un officier, lui, d'expérience, voit les choses différemment. Il se fait donner des ordres par quelqu'un qui n'a aucune expérience au combat. Donc, ça aussi, c'est l'ambiance qu'il y a à ce moment-là. Et les forces sont divisées, on le sent. Là. Et dans les livres d'histoire, cette rivalité-là est souvent posée en opposition d'un côté le Français qui est un noble, qui est chiant, qui est au-dessus des affaires, et le vrai Canadien, Vaudreuil, que si on l'avait écouté, qu'on n'avait pas écouté Montcalm, ben là, peut-être qu'on aurait eu une chance de l'avoir. Il y a cette espèce de dualité identitaire ou la séparation entre le Français et le Canadien qui s'exprime dans cette querelle-là. De la manière dont tu la racontes aujourd'hui, je veux dire. Dans les tactiques aussi, si on avait utilisé la guérilla à l'autochtone au lieu de faire des batailles en rangée, peut-être que le résultat était différent aussi. T'sais. Ben justement, les batailles qu'il y a eu avant, justement, les succès britanniques qui se sont enchaînés à partir de 1758, justement, avec la prise de Louisbourg, il y avait beaucoup de victoires françaises, canadiennes, françaises, et puis autochtones. C'était principalement la guérilla. Peux-tu nous en parler, justement, pour ceux qui se demandent de quoi qu'on parle en ce moment, Stéphane, c'est quoi justement la petite guerre, la guérilla? C'est les tactiques qui vont, en fait, qu'on utilise encore aujourd'hui. Les mouvements révolutionnaires font ça, où c'est des acteurs locaux, en l'occurrence ici, c'est des miliciens canadiens, français et des autochtones des nations qui sont alliés, qui vont attaquer des positions anglaises. Ce ne sont pas des positions militaires, mais généralement, le but, c'est de harceler l'adversaire. Donc, tu attaques les fermes, tu attaques les villages, les positions isolées ou les groupes de soldats isolés. Le but, c'est de donner constamment des petits coups d'aiguille sur ton adversaire, qui ne le tue pas, qui sont pas, je veux dire, c'est au sens où tu ne bats pas ton adversaire comme ça, mais ton adversaire devient déstabilisé parce qu'il ne sait jamais où le prochain coup va venir, où il y a des pressions pour qu'il défende, qu'il essaye de tout défendre, et ça a comme impact de le paralyser. C'est comme ça que les mouvements de guérilla fonctionnent aujourd'hui. Sauf que le corollaire d'une stratégie de guérilla, c'est que tu n'attaques jamais le gros des forces ennemies parce qu'on est en infériorité. Donc, tu n'as pas d'affrontement militaire, si tu veux, de grande envergure, et tu ne t'attaques pas à une grosse armée qui va, par exemple, marcher comme sur Québec. Là. Les techniques de guérilla, dans le cas qui nous occupe, que ce soit de Louisbourg, que ce soit de Québec, ne sont pas pertinentes là, dans ce cas. C'est pour ça que je suis un peu sceptique face à la thèse de la petite guerre. Je viens de me faire ramasser. Hein? Quoi donc? Ben, Tu viens de dire que finalement, ce que j'ai dit, ça n'avait pas d'allure. Oups, désolé, je n'avais pas remarqué ça. Alors, c'est pas grave, ça fait d'allure. Les 4 premières années... Ça aurait peut-être aidé qu'on a... En fait, moi, je continue à dire que la bataille des plaines, concrètement, vers laquelle on s'en vient, c'est une absurdité qu'on ait eu l'idée d'aller faire ça aussi bêtement quand il y aurait eu d'autres façons de combattre les Britanniques. Ben justement, comme Stéphane vient de dire, puis c'est un point essentiel, Montcalm est contre la guérilla, est contre cette façon de se battre. Lui, c'est vraiment... Non, il n'est pas contre... Non. Non, au contraire, j'ai lu un livre qui est extrêmement intéressant que je vous propose, écrit, je pense, par Noël. C'est Montcalm, général américain. Un livre sorti il y a 2 ans, je crois. Là, un excellent livre qui démentit ça, justement, qui explique que Montcalm utilisait beaucoup plus que d'autres généraux britanniques la guérilla. C'était même devenu un expert de la guérilla. Il passait la plupart de ses journées à faire des conseils de guerre avec les nations autochtones pour élaborer des stratégies de guérilla. Il fournissait les armes pour qu'ils puissent bien les effectuer, ces combats-là, ces batailles rapides-là. Puis ils n'hésitent presque toutes gagné ces batailles durant les 3-4 premières années de la guerre, Montcalm, grâce à cette volonté-là d'utiliser la technique des Canadiens et des Autochtones, parce que c'est eux qui connaissaient mieux le territoire. Puis non, contrairement à ce qu'on peut penser, là, souvent on va dire Vaudreuil, le gouverneur, lui, il préférait la guérilla, puis Montcalm rêvait d'une bataille rangée. C'est pas vrai du tout. Là. Montcalm, son expertise, c'est de déplacer ses troupes sur de très longues distances, dans un temps record, en amenant avec lui des trains d'artillerie, puis en bombardant par surprise des forts jugés imprenables par les Britanniques.
les uns après les autres, il est fait tomber. Là. Donc, toute la région du lac Champlain, là, c'est les 3 premières années de bataille. Là, et des Grands Lacs, ben, ça a été gagné par Montcalm par des tactiques de guérilla. C'était vraiment un expert. Puis il savait très bien comment utiliser ces Canadiens cachés dans la forêt, puis ces Autochtones cachés dans la forêt. Au contraire, souvent, il devait chicaner contre des officiers venus de France qui n'aimaient pas ce genre de guerre-là, puis Montcalm devait constamment la défendre. Ouais. Mais pourquoi d'abord on a cette idée-là que Montcalm était le gars de bataille en rangée? C'est une bonne question. Le gouverneur Vaudreuil a souvent critiqué Montcalm parce que Montcalm refusait parfois de l'obéir à ses ordres. Fait qu'il a essayé de démonter un peu Montcalm devant la cour du roi de France. Pour dire que c'est un incompétent, dans le fond. Exactement. Fait qu'il a démenti plusieurs réalités. Fait que nous, on est en train de dire que Vaudreuil était le meilleur, mais finalement, Vaudreuil a tombé dans le panneau. Cette perception-là qu'on a encore aujourd'hui dans les manuels d'histoire pour descendre Montcalm, puis pour montrer que c'est de sa responsabilité la défaite, puis que les victoires, c'est sa gloire à lui. Fait il a essayé de détruire, dans le fond, salir l'héritage de Montcalm. Mais tu peux rajouter juste sur ce point-là, parce que aussi, en prolongement de ce que Marc-André vient de dire, il y a c'est aussi, ça fait partie d'un grand mythe que la société québécoise s'est construite pour comme intégrer la défaite, c'est de dire que la défaite a été le fait des Français et non pas des Canadiens. Donc, c'est une manière de te dédouaner collectivement, tu sais, de dire, c'est pas nous la défaite, c'est les Français qui ont mal géré. Et plus que ça, la cession de 1763, quand la France donne le Canada aux Britanniques, ben c'est le grand abandon. Dans l'imaginaire collectif des Québécois, cette idée que la France a abandonné les Canadiens français, ce qui va devenir le Québec. Et donc, encore une fois, c'est pas nous, c'est les Français, c'est eux qui doivent porter le blâme de ça. Exactement. Wow. C'est une espèce d'opération de dédouanement. Et pour moi, la querelle entre Montcalm ou en tout cas, la querelle de vision historique qu'on a de Montcalm et de Vaudreuil, participe ou prolonge, tu veux, cette querelle-là. Ça fait 15 ans que j'enseigne l'histoire du Québec, puis je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui, puis je suis un peu sous le choc. Là. Et je vais t'apprendre quelque chose. Vaudreuil, c'est le premier gouverneur canadien. Ouais. Et il a profité de ses origines pour détruire les Français comme héritage historique. Hey, on a une question de Steve Werner qui demande Simonac, qui est prof d'histoire, Steve aussi. Hein? C'est quoi le nom du livre déjà? Veux-tu le répéter? Montcalm, général américain. On t'apprend plein de choses là-dedans. C'est vraiment génial comme livre. Ouais, moi aussi, je vais aller le chercher. Hey, parce que moi, justement, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis prof, puis j'ai toujours enseigné ça dans les livres, dans les documentaires que je présente. J'ai lu ça, je suis tombé par terre. Moi aussi, j'étais comme vous. Là. Ça faisait 10 ans, je disais pas des faussetés, mais des demi-vérités, peut-être. Ça déconstruit le mythe, dans le fond. Comme le mythe, justement, de la bataille des plaines d'Abraham, où est-ce que les Canadiens et les Français étaient en lendemain de bras. C'est ça. Mes élèves de secondaire 3, qui n'ont jamais eu de... Ben, tu sais, ils en ont eu un peu au primaire, on s'entend, mais c'est pas là qu'ils ont entendu ça. Mais eux autres aussi avaient déjà entendu qu'on n'était pas prêt à la bataille des plaines d'Abraham à cause qu'on avait viré la veille puis qu'on était en lendemain, là, en lendemain de veille. Là. Ben, ça justifie la défaite, ça donne des défaites, c'est encore pour être la victime tout le temps. Montcalm, là, je suis sur le cul ce soir. Joe aussi a l'air de ça, là, mais vraiment, là. Vraiment, pour ajouter encore un petit truc dans tout ça, c'est que Montcalm, je pense, voyait une forme de complémentarité entre la manière de faire les deux guerres. Et je pense qu'il se doutait qu'il n'aurait pas le choix de livrer une bataille rangée. Et il le fait une première fois en 1758. C'est la bataille de Carillon, qui est une victoire française vraiment étonnante, là, parce que les Britanniques, encore une fois, sont beaucoup plus nombreux. Mais la bataille de Carillon, d'ailleurs, soit dit en passant, le drapeau dont se seraient servis les troupes françaises ce jour-là, une partie des troupes françaises, c'est l'ancêtre du drapeau québécois d'aujourd'hui. Le drapeau de Carillon, c'est donc la première version du drapeau québécois d'aujourd'hui. Mais les Français savent qu'ils peuvent gagner des batailles rangées aussi, comme celle de Carillon, dans lequel, c'est vrai, je suis d'accord avec Marc-André, les Autochtones et les miliciens canadiens vont jouer un rôle aussi dans cette victoire-là. C'est pour ça que je vois l'élément de complémentarité entre les deux stratégies, celle de la petite guerre et celle de la bataille rangée à l'européenne. Et Carillon, c'était pas un siège?
Non, je pense non, c'était une bataille rangée. Ça, les Britanniques vont tenter de prendre des positions françaises et ils vont être repoussés. OK, je pensais que je me mélange peut-être là, avec. C'est pas à l'entrée du lac Champlain, Carillon. Attends, Puis je c'était vous laisse pas. jaser 2 secondes, puis je vais vérifier avant de m'enfoncer dans mon. Il me semble que c'était Bataille du Fort Carillon, oui. Ouais, c'est un siège du fort, puis il y avait une grande butte à monter. Les Anglais essaient de gravir la colline pendant que les Français étaient fortifiés au-dessus avec des troncs d'arbres, puis tiraient les Anglais qui essayaient de monter. Ah ouais? C'est ça. Ouais. Mais Ils ont essayé par une façon amphibienne d'attaquer par l'Est, mais ils étaient incapables de contrôler leur barge remplie de soldats. Fait qu'ils se sont perdus dans le lac au loin. Ils ont dérivé. Pendant qu'ils se faisaient tirer dessus à coups de canon français. Ah ouais. Mais ça a été assez bref comme affaire, ça aussi. Ça a été une journée. C'est pas un siège sur une longue période. Ouais. Oups. Alors, allons-y avec je vois le temps filer, mais allons-y avec la bataille des plaines d'Abraham en elle-même. Il faut dire que c'est en septembre 1759, dans la nuit du 12 au 13 septembre 1759, où est-ce que les Anglais, finalement, ont trouvé dans les jours qui ont précédé, ou peut-être dans les semaines, là, on dirait que je suis plus... là, on dirait que je suis déstabilisé par mon calme, mais on trouve un petit chemin qui est près justement de l'énorme falaise, justement, le cap. Lens-au-Foulon, exactement. Parce que là, on se demande comment débarquer près de Québec. Et puis, on trouve ce petit chemin-là, et puis on va bien sûr l'emprunter, et beaucoup de soldats aussi vont gravir la falaise pour se retrouver aux petites heures du matin sur les plaines d'Abraham en faisant des coucous aux Français qui les regardent, les regardent des fenêtres de Québec. Mais le problème, c'est que Montcalm, c'est une petite partie de l'armée qui est là parce que Montcalm est encore vers l'est de Québec. Il n'est pas présent lorsque les Anglais débarquent. C'est normal, ils vont débarquer en pleine nuit. Et puis la bataille, est-ce que tu veux nous la raconter un peu, mon cher Marc-André, parce que là, ils ont le temps de s'installer, les Anglais. Hein? Ils arrivent dans les petites heures du matin, et puis là, vers 10 heures, Montcalm est là, n'attend pas les renforts qui étaient à l'ouest des plaines d'Abraham, et puis décide de lancer l'attaque. Peux-tu nous décrire ce qui s'est passé? Oui, petite parenthèse, apparemment, selon la rumeur, Wolfe aurait observé en cherchant avant l'arrivée de l'hiver. On est au début septembre, donc il faut se dépêcher à faire cette dernière bataille, la bataille finale. Et il aurait vu dans sa lentille, dans sa lucarne, en cherchant l'endroit où débarquer, des Canadiennes descendre avec leur corbeille pour faire du lavage. Il a dit, si les femmes sont capables d'aller faire la lessive, nos soldats sont capables de monter. Wow. C'est par là qu'ils sont passés. Il faut aussi s'imaginer les milliers de soldats anglais, britanniques qui vont escalader, beaucoup d'Écossais aussi, la paroi rocheuse. Ils vont hisser des canons. Hein, ça aussi, c'est quand même des efforts surhumains, des chevaux, hein, parce qu'il y a des officiers quand même qui vont être sur les plaines, ça prend des chevaux. Donc, c'est une grande... on le voit d'ailleurs sur l'image, les canons là, qui sont sur le rivage. Et une fois placés sur les plaines d'Abraham durant la nuit, les Français sont alertés de la présence des Anglais. On refuse d'y croire. Hein. Montcalm est surpris d'ailleurs parce qu'il s'attendait à avoir une nouvelle attaque encore près des chutes Montmorency, un peu plus à l'est. Et finalement, c'était une fausse attaque. On avait placé des navires pour faire une supercherie, finalement, pour tromper la volonté, la véritable tactique des Anglais. Les Anglais se sont préparés durant la nuit. Les mousquets sont chargés, parfois même de 2 munitions plutôt que d'une seule. Ils ont déjà planté des drapeaux au sol pour connaître les distances de tir idéales quand les Français vont arriver. Les canons sont chargés de mitraille aussi, prêts à tirer. Donc, Montcalm ne veut pas sortir aussi, selon le mythe. Il veut attendre Lévis. Lévis, qui est un peu plus à l'ouest, une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Québec, avec les meilleurs soldats français, les meilleurs effectifs, les grenadiers, là, qui sont les tops des tops, les vétérans, les meilleurs tireurs, les meilleurs combattants. Donc, Montcalm sait qu'il a besoin de ses meilleures troupes pour faire cette bataille-là.
sensiblement les mêmes forces d'un côté comme de l'autre. Hein. Wolfe n'a pas le temps de débarquer toute l'armada complète, donc c'est à peu près 3000. Montcalm possède 3000, mais ses renforts à l'ouest lui donneraient en plus l'avantage numérique et lui permettrait de coincer de chaque côté l'armée comme en sandwich, l'armée de Wolfe là, sur les plaines d'Abraham, si Lévis et ses grenadiers arrivent au matin. Et dans les premiers coups de feu, Montcalm s'attend à ce que rapidement Lévis se déplace et se dirige avec son aide de camp, Bougainville, vers les plaines d'Abraham pour lui porter assistance puis coincer la retraite anglaise. Mais Bougainville et Lévis prennent énormément de temps. Et là, on parle jusqu'à 10 heures le matin. Donc, ça fait plus de 2 heures qu'on se regarde dans le blanc des yeux. C'est pas une bataille comme on peut le penser, précipitée en 15 minutes, on se met à courir dans un champ puis on se fait tuer. Non, on attend longtemps, jusqu'à presque 10 heures le matin. Et c'est là que par l'impatience de ces soldats qui décident d'avancer malgré les ordres, sait qu'il n'a plus le temps de retenir son armée. Son armée veut combattre, est impatiente et avance. Ils sont tellement impatients qu'ils vont tirer à 2 reprises avant les distances raisonnables. Donc, les balles ne sont même pas... On perd 2 balles. Tellement qu'ils sont impatients. Alors que les Anglais, eux, ont déjà placé, comme je l'ai dit tantôt, les bonnes distances au sol. Donc, quand les Français vont arriver à distance de tir, ça fait depuis la nuit, eux, qu'ils attendent, mais qui sont très disciplinés, contrairement aux Français. Ils sont préparés, oui. Et ils vont charcuter la première ligne française. Là, en quelques minutes seulement, la bataille est terminée. Il faut dire aussi que 80% de l'effectif français sont encore opérationnels. Là. C'est pour ça que c'est un massacre monumental. La plupart des soldats sont encore en état de combattre. Ils ont suffisamment de munitions, simplement qu'ils sont épuisés. On en a peu parlé de l'été de 1759, du bombardement incessant des Anglais. Ils sont épuisés, démoralisés, ils sont tannés de se battre. Et les officiers ont de la difficulté à se faire obéir d'eux. Là. Ils veulent mettre fin à cette guerre, autant sinon plus que les Anglais. Et c'est vrai cette histoire-là selon laquelle... au moment où la volée anglaise, la décharge de fusil anglaise, fait quelques, comme tu l'as dit, quelques victimes dans les rangs français, c'est pour faramineux là, les pertes comme ça, mais que les miliciens canadiens qui auraient été mélangés avec les troupes régulières françaises vont avoir un réflexe typique d'un milicien ou typique de guérilla. Quand tu te fais tirer dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu te couches par terre pour répliquer. Pour offrir une moins grosse cible. Mais pour les soldats français, de voir subitement plein de monde qui se couche par terre, ça donne l'impression que tu es en train de te faire massacrer. Et donc, ça va contribuer à mettre un mouvement de panique dans les rangs des troupes françaises. Peut-être, mais c'est une tactique utilisée souvent. Là, on s'imagine toujours les batailles rangées comme on voit dans les films hollywoodiens. Mais en fait, de chaque côté, les flancs sont protégés par généralement ce qu'on appelle des voltigeurs. Des voltigeurs légères, en formation, sont éparpillés, puis quand ils tirent, ils vont justement se mettre au sol, ramper. Ils sont habitués de voir les Canadiens être utilisés comme des voltigeurs. Ils sont plus rapides, physiquement en forme. Ils n'ont pas non plus la nécessité de se déplacer en formation militaire et de suivre le rythme des tambours. Là. Donc, c'est des experts, sont voltigeurs, et ils sont habitués de voir les Canadiens se coucher au sol, se cacher derrière les arbres durant les batailles et ne pas rester fixes et immobiles. Fait que peut-être que ça peut être amplifié l'horreur du premier coup de feu, mais je pense véritablement c'est les canons là, qui ont charcuté les premières lignes, qui ont épouvanté parce que c'est des soldats de métier. C'est des soldats, c'est le régiment de la Reine, c'est des régiments qui ont vécu des guerres et des grands combats en Europe, donc ils sont habitués de voir du sang et du monde charcuté sur les champs de bataille. Fait que, je pense qu'ils sont tout simplement, ils ont constaté que les Anglais étaient trop bien préparés pour eux, puis c'était inutile de continuer la bataille, selon moi. Est-ce qu'il y a un mouvement de panique, Marc-André? Justement, on parle d'une bataille qui a duré quelques minutes. Là. On parle même pas d'une demi-heure. Là. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de panique chez l'armée franco-canadienne? Puis qu'on est allé se réfugier dans qu'est-ce qui restait de Québec? Durant les retraites, c'est généralement un mouvement de panique. Là. Parce qu'on sait que quand on a le dos tourné, puis que nos adversaires nous courent après, puis il y a quelques cavaliers là-dedans, là, avec des sabres. Donc, effectivement, celui qui court le moins vite a plus de chances de se faire attraper. Les Écossais, notamment, hein, les Écossais, des dragons écossais. Oui, il y a des Écossais avec des Highlanders, avec des épées aussi, sans fusil, sur les plaines d'Abraham, qui chargeaient avec des claymores. Je ne sais pas si le terme en français, c'est claymore aussi. Là. Ouais. Ces grandes épées. Oui, les grandes épées, là, oui. À 2 mains, là, ils se battaient avec ça sur les plaines d'Abraham. Et pendant ce temps-là, pendant que les Écossais couraient
avec des kills sur les champs de bataille, des plaines d'Abraham. Il y a des autochtones cachés derrière les arbres qui vont aussi les prendre pour cible les uns après les autres. Il y en a beaucoup qui vont mourir parce que les autochtones sont embusqués. C'est eux qui vont faire le plus de victimes anglaises, finalement, les autochtones et les Canadiens, là, les voltigeurs placés sur le flanc droit, finalement, des Français qui vont tirer sur les troupes anglaises. J'ignorais ça aussi. Ouais, Montcalm va se faire atteindre par plusieurs projectiles. Mais pas sur le coup, va revenir blessé à Québec. Ça aussi, ça va démoraliser les troupes. C'est le seul qui est capable de continuer de donner le moral à ses hommes. En voyant Montcalm en train d'agoniser et mourir, probablement, ben, c'est sûr que là, la volonté française déjà fragile va s'effondrer. Et au même moment, à peu près, là, sur le champ de bataille, Wolfe aussi va se faire atteindre. Là. Il y a plusieurs théories farfelues sur qui a réussi à l'atteindre. Ben, il va mourir glorieusement sur le champ de bataille. On peut le voir sur l'image que tu présentes ici. Là. Il y a plusieurs faussetés aussi sur ce tableau qui a été peint. Oui. C'est incroyable, ce tableau-là. Là, vraiment. Ouais. C'est de la belle propagande, on va le dire comme ça. Ouais. Mais c'est probablement... Il n'y avait aucun autochtone dans l'entourage de Wolfe. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ma première question. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il porte respect à un grand combattant. En plus, on n'en a pas. Parce qu'on aurait pu faire. On pourrait faire un épisode de 2 heures, même 2 épisodes sur la conquête. Là. On est vraiment allé. On a résumé. Là. Mais Wolfe est en train de perdre le respect de ses troupes. Là. Avec justement Québec qui, pendant 2 mois, se fait bombarder et qui ne tombe pas. La santé fragile aussi de Wolfe, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est un général qui a une santé très fragile. Pense à laisser l'armée une fois rentré en Grande-Bretagne. Ça va pas bien pour Wolfe. Et puis, meurt comme ça avec gloire sur les plaines d'Abraham. Oui, vas-y, mon cher Joe. Il y a aussi deux officiers qui lui poussent dans le derrière, un certain James Murray et un certain Jeffrey Amherst qui sont là et qui attendent pour prendre sa place. Donc, oui, il était temps, je pense, que pour Wolfe sac son camp, concrètement. Ouais, parce que là, il a vraiment sacré son camp. Et puis, justement, on a parlé, mais aussi Montcalm, qui ne va pas mourir sur le champ de bataille, mais dans les heures qui vont suivre, même on parle du lendemain matin, hein, Marc-André, que Montcalm... au petit matin, si je me souviens bien, la lueur du... il va dans l'agonie, il va souffrir pendant plusieurs heures. Là. C'est sûr que la propagande, on va dire qu'il a souffert. Mais ça ne doit pas faire du bien, recevoir une balle puis souffrir pendant justement quasiment 15 heures. Là. Agoniser. 2 ou 3, je pense. Ses dernières paroles auraient été, je pense, Dieu merci, je ne verrai pas les Anglais dans les murs de Québec. Ouais. Ah ouais. Il serait bien malheureux aujourd'hui de voir les touristes américains. Exact. Oh là là. Alors, on tire vers la fin, messieurs, mais que peut-on dire? Parce que là, on pourrait parler... Écoutez, il y a la bataille de Sainte-Foy. On pourrait peut-être juste dire la capitulation de Montréal, parce que c'est quand même là où ça se termine. Ouais, mais c'est ça. Parce que... Avec Amherst, justement, notre cher... si tu me permets rapidement sur Sainte-Foy, là... Oui, vas-y. Moi, je mets beaucoup l'accent sur Sainte-Foy dans ma classe. Là, parce que c'est elle, la dernière bataille des plaines d'Abraham. Sainte-Foy, c'est le nom du moulin qu'il y avait sur les plaines d'Abraham. Ouais. Il y a eu une revanche française, puis là, on a massacré beaucoup plus d'Anglais que les Français durant la première bataille. Ouais. C'est une revanche au centuple. Et c'est finalement les fameux grenadiers que j'avais parlé plus tôt, là, avec le général Lévis et Bougainville qui vont finalement se rapprocher de Québec, ramasser les survivants canadiens, les voltigeurs canadiens et les autochtones. Et grâce à ces forces d'élite, vont se battre dans la neige sur les plaines d'Abraham. Et là, ils vont massacrer les Anglais qui vont eux aussi sortir. Affronter les Français sur une bataille rangée, la deuxième des plaines. Et là, c'est important de s'en souvenir dans la mémoire collective québécoise, parce que les Anglais ont tendance à nous rappeler la première bataille, mais la bataille finale, c'est les Français qui l'ont gagné, les Canadiens. Alors qu'elle est complètement oubliée dans la culture stratégique de la société québécoise. C'était déjà trop tard. Carillon est oublié, la Petite Guerre est oubliée, Sainte-Foy est oubliée. La société québécoise ne focus que sur la première bataille des plaines d'Abraham. Oui, étrangement, pourtant. Puis il y a eu beaucoup plus de victimes. J'ai une grosse théorie là-dessus. Aussi, durant la deuxième bataille des plaines. Et si tu veux, j'ai une grosse théorie là-dessus qu'on ne passera pas ce soir, là, mais c'est ce que j'appelle moi la culture stratégique des perdants.
Et c'est que on perd les grands enjeux. L'autre va être 1837-38, là, mais. Et après, c'est Montréal que tu disais, Jay. Excuse-moi, je t'ai coupé pour. Mais c'est vrai que la bataille de Sainte-Croix, c'est un peu le contraire de ce qui va se passer. Là, c'est les Anglais qui vont se replier dans Québec. Et puis là, il n'y a rien à faire, même si Lévis et Bougainville, ils étaient en train de gagner, ben, ils vont se cacher en arrière des murs. Puis il n'y a plus rien à faire. Et puis là, on arrive justement à la capitulation de Montréal, où est-ce que justement, c'est un autre événement qu'on met beaucoup l'emphase, hein, la capitulation de Montréal. Aucune bataille, on dépose les armes, on lève les mains en l'air, puis c'est terminé. Puis, moi, j'ai une question là-dessus. Pourquoi on n'a pas essayé de se battre à Montréal? Est-ce que c'est justement parce que c'est pas une ville fortifiée comme Québec? On sentait qu'on était encerclés de toute façon, il n'y avait plus rien à faire? C'est plus ça, ouais. Ben, il y a eu des navires envoyés par les Français, mais encore une fois, ils ont été interceptés. C'est les Anglais, finalement, qui ont les ravitaillements et les nouvelles troupes fraîches pour continuer la bataille. Ouais. À Montréal, Montréal est moins bien fortifié que Québec. Il n'y a pas de rempart qui protège Montréal. Québec, c'est, si je me souviens bien, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. Effectivement. Donc, Montréal a quand même un château fort. Montréal a quand même des places fortes. Mais les troupes sont épuisées. Elles sont démoralisées. Il n'y a pas de renfort. Il n'y a plus de lien avec la métropole. Les officiers sont tannés. Puis les Canadiens doivent retourner à leur ferme. Là. C'est le printemps. Là. Ils ne peuvent pas se permettre une deuxième année. On n'a pas mentionné beaucoup ça, mais les Canadiens ont beaucoup souffert durant l'hiver de la guerre de la conquête parce qu'ils devaient constamment. C'est eux qui étaient chargés du grand ravitaillement, on en a parlé plus tôt. Là. Les canoës qui transportaient la bouffe puis les armes pour tous ces soldats-là. Les allers-retours sur des milliers de kilomètres qu'ils ont fait. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas à leur ferme. Les fermes, c'est les femmes qui s'en chargent avec les enfants, mais ils sont en grand besoin de nourriture. Là, c'est grave, ils ont tout épuisé pendant la guerre, puis ils doivent, pour survivre, attendre des bateaux français avec de la bouffe dedans. Là. Ils sont même plus suffisants au niveau de leur subsistance. Là. Ils n'y arrivent plus. Fait que le printemps arrive, hein, quand Montréal capitule. Il faut que ça soit rapide comme finalité parce qu'ils vont mourir de faim. Fait que soit que c'est les Français qui n'arrivent plus à le faire, qui vont les nourrir, ou soit que c'est les conquérants, les Anglais, qui vont les sauver en leur donnant de la bouffe. Là. Mais il faut que ça arrive vite aussi. Ouais. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'hiver de 1760 est désastreux, justement pendant l'été de 1759, pendant qu'on bombardait Québec, Wolfe avait envoyé des contingents pour brûler des granges, brûler des maisons, tuer le bétail, tu sais. On arrive à l'automne de 1759, puis à l'hiver de 1760, il n'y a pas de bouffe. La ville est à terre. Québec, c'est plus que la moitié de la ville qui est complètement détruite. Il faut cohabiter avec les soldats anglais qui gèlent, puis la population aussi. Fait que, ça a été très, très dur, comme tu dis. Fait que c'est plus le découragement, finalement. Je veux dire, OK, c'est fini, là. Et l'épuisement, là. La faim, l'épuisement, le découragement. Ouais. Parce qu'ils ont encore des armes, ils ont encore des munitions, ils ont encore leurs alliés autochtones qui leur sont restés fidèles. Ouais. Mais c'est ça. Sans la France, ils ne peuvent pas continuer. La guerre de la conquête qui aura duré 6 ans, si on compte justement le début avec la bataille de la vallée de l'Ohio jusqu'à la capitulation finale en 1760 à Montréal. Alors, c'est une guerre qui a usé justement la population canadienne. Cette guerre de la conquête. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on s'enligne vers le régime britannique? On pourrait peut-être demander à Médéric, qui était absent aujourd'hui, de nous faire un petit truc sur la révolte de Pontiac qui commence au moment où ça se termine. Ça pourrait être intéressant. Oui. C'est très intéressant. Puis pour finir, en fait, sur la conquête aussi, je vous disais au début de l'émission qu'il y avait, il y avait 2 écoles de pensée sur la manière dont on voit ça. Puis Marc-André, je pense que non, je m'excuse, c'est Jay qui faisait allusion à ça au début. Si on voit ça, on voit la conquête comme étant un grand malheur ou quelque chose
qui va être de positif, ce qui va ressortir de ça. Et il y a deux écoles de pensée, puis Marc-André, corrige-moi si je les mêle. L'école de Montréal, ou l'école de l'Université de Montréal, qui a tendance à voir la conquête comme étant finalement une bénédiction, dans la mesure où la Nouvelle-France était arriérée, où on vivait encore dans un système féodal ou une monarchie absolue. Et ça va permettre au peuple québécois de, si tu veux, de connaître les institutions britanniques et de s'épanouir sous les institutions démocratiques britanniques. Et tu as l'École de Québec, de l'Université Laval, qui, elle, va dire non, au contraire, c'est la grande rupture, c'est la grande fracture qui fait que, à partir de ce moment-là, la société, ce qui va devenir la société québécoise, la société canadienne de l'époque, est en situation de dépendance, en situation d'infériorité, elle va être brimée justement par les Britanniques, et c'est généralement cette vision-là qui l'emporte, la vision de l'École de Québec qui l'emporte. Deuxième remarque que je voulais faire pour conclure, c'est aussi de dire, parce que je sais, Jay, tu voulais aborder cette question-là, puis j'aimerais t'entendre aussi, Marc-André, là-dessus, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire, comme on disait tantôt, il y a une grande partie de l'élite qui a quitté, qui va, tout ce qui est noblesse, tout ce qui est élite militaire va retourner en France après la défaite, et les gens qui restent ici, généralement, on va d'abord, comme Marc-André le disait tantôt, on va d'abord s'atteler à reconstruire les fermes, puis se redonner un semblant de vie. Et le choc, en fait, j'ai l'impression, la prise de conscience de l'ampleur de la défaite, il va falloir attendre la deuxième défaite, celle de 1837, celle de 1838, pour que là, on commence à essayer de trouver une manière alternative de survivre. Mais j'ai pas l'impression que le choc était si violent que ça pour les gens à l'époque, que c'est pire en 1838 que ce l'était en 1759 ou 1760. Moi, je pense que oui. Marc-André? Oui, excuse-moi, vas-y. Mais... Non, mais Jay, vas-y, c'est quoi la justification pour penser oui? Non, j'allais dire, comme tu as dit, justement, l'épuisement, on est écœuré de la guerre. Ça fait 6 ans qu'on est en guerre contre les Anglais, contre les 13 colonies aussi. Puis là, on arrive justement, puis il y a un semblant de normalité qui va s'installer après justement après la capitulation. Ça va être les 3 premières années, après, mettons, 1760, 1763. Comme je dis à mes élèves, moi, on ne va pas être enligné vers un mur puis on va se faire fusiller ou on va se faire déporter. Il y a quand même une espèce un semblant de stabilité qui va arriver après. Mais c'est sûr que là, on pourrait parler des années 1760, 70, où est-ce que là, il va y avoir vraiment des politiques d'assimilation, vraiment avérées, là, mais concernant les rébellions, ça a été tough, là, ça a été rough, là, ça. Là. On nous a vraiment assis, là, comme Canadiens, Français, assis-toi, là, avec les rébellions, là, avec les pendaisons justement des patriotes. Là, ouais. Moi, j'ai la misère à comparer les deux. En fait, là, je pense qu'on est. Comparé, oui, c'est. Là, tu dérapes un peu, Jay. Là. Mais dans le sens que je peux comprendre, parce que ta question, c'était le choc, peut-être, que ça a créé la fin de la guerre de la conquête, versus peut-être la comparaison avec les Patriotes. Là. C'est sûr que c'est un choc, dans les deux cas, très dur socialement. Mais pour la conquête, je pense pas, comme tu l'as mentionné tantôt, que le choc était si important dans la vie quotidienne des Canadiens. Dans une population encore majoritairement rurale, on est loin de tout. Est-ce que vraiment ils se sentent exclus du pouvoir alors qu'ils ont toute leur vie vécu dans une aristocratie qui déjà les retirait de toute considération? Non, je pense qu'ils sont habitués de se faire rejeter, que le pouvoir, c'est l'affaire des autres, c'est pas la leur. La leur, c'est l'Église. La leur, c'est la récolte. Puis, le choc, ça va être plus quand l'Église catholique va être menacée de disparaître. Les années de la proclamation royale vont être difficiles probablement pour les Canadiens là, qui vont voir de mauvais œil la présence anglaise. Mais je pense qu'à partir de 1774, de l'acte de Québec, les Canadiens vont se sentir confortables avec les Anglais comme nouveaux maîtres, je pense. Parce qu'ils vont se sentir peut-être plus considérés, respectés. Puis, effectivement, les institutions britanniques, la loi, l'habeas corpus,
qui fait son apparition. Probablement un sentiment de justice aussi, ce qu'ils n'ont pas senti souvent dans leur vie, là, avec un système inéquitable qui était celui de l'aristocratie française. Mais je pense que le choc était plus au niveau de l'Église. Sinon, je pense que les Anglais ont fait volontairement, on pense à James Murray quand je dis ça, là, ont fait volontairement une présence pour attendrir les Canadiens et éviter toute révolte, parce que l'Angleterre est épuisée, affaiblie militairement sur le bord de la faillite. Ouais. Ils ne peuvent pas se permettre une nouvelle guerre. S'il y a une rébellion, ça coûte cher, mater une rébellion. Donc, on veut l'éviter à tout prix. Donc, je pense que le sentiment que les Anglais veulent donner aux Canadiens qui sont restés sur le territoire, c'est celui d'une nouvelle famille unie. Puis, ils essaient de montrer des formes de respect au quotidien. Là. Parce que les officiers anglais, là, de façon générale, on peut le voir dans les textes historiques, là, ils sont très, très gentils avec les Canadiens. Là. Ils font attention. Puis les soldats qui vont dépasser les bornes, là, ils se font sévèrement punir devant une place publique pour montrer que c'est intolérable de maltraiter un Canadien. Là, tout simplement parce qu'on est un soldat britannique. Non, c'est inacceptable. Donc, il y a ce sentiment-là de volonté de protection de la part de la couronne britannique que les Canadiens doivent ressentir, autant que Louis XV avant lui. Là. Mais il faut juste quelque chose, Marc-André, juste pour préciser mon point, mais il faut faire une différence, justement, comme j'ai dit, entre les Britanniques d'après la conquête des années 1760 et puis ceux des années 1830. C'était complètement différent. Le comportement, tu sais, justement, James... En fait, la différence, c'est l'arrivée des loyalistes avec la Révolution américaine. S'il n'y a pas de Révolution américaine, il n'y a pas la même situation. Non, c'est sûr et certain, mais on pourrait en faire un épisode sur les Patriotes plus tard, là, dans quelques mois, mais... Moi, j'ai l'impression qu'après la conquête, ils se sentaient chez nous. Hein? Ils se sentaient chez les Canadiens. Ils ne se sentaient pas chez eux. Là. C'est nouvellement conquis. Tandis qu'en 1830, on est chez eux. Exactement. Et on prend trop de place. Exactement. Ils ont plus cette sensibilité-là d'arriver sur un territoire qui n'était pas leur. Puis quand les loyalistes vont arriver, comme Joe l'a mentionné, ils vont arriver avec la prétention que le territoire appartient au roi d'Angleterre. Donc, ils sont plus chez eux que nous, nous le sommes nous-mêmes. C'est excellent. Oui, c'est bon ça. Oui, vraiment. Messieurs, je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. Écoute, Marc-André, c'est toujours un délice de te recevoir dans faire des hey, tu nous en as appris ce soir, je pense. Moi, j'ai encore mon CAM dans la tête. Oui, mon CAM général américain. Là. Je vais m'étudier auprès de mes groupes dès demain. Même si l'examen est passé. Mais c'est une question bonus, non, c'est pas vrai. Merci beaucoup, mon cher prof d'histoire. Marc-André Larocque, c'est vraiment un plaisir. Ça a été un plaisir de te recevoir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Un plaisir de participer à votre émission. Oui, super. Peut-être très bientôt, on t'invitera à un épisode sur Napoléon qui est complètement pas dans le dans la même veine que la Nouvelle-France. On va passer à d'autres choses. Mais je te lance l'invitation et puis sens-toi bien à l'aise si ça tente de participer. On est toujours preneur. Parfait. Yes. Mon cher Jonathan le prof, Jonathan Saint-Pierre dit le prof, merci beaucoup de ta participation ce soir. Grand plaisir. C'est un épisode où j'ai appris beaucoup sur un sujet que je pensais déjà connaître par cœur. C'est quand même assez perturbant. Oui, c'est ça. Et puis, professeur Roussel. C'était une très, très bonne soirée, très bon épisode. Merci à tous les trois. Merci, Marc-André, très, très apprécié. J'espère sincèrement que tu vas revenir pour Napoléon pour 1837 où on va te tordre un bras pour une raison ou pour une autre, inquiète-toi pas. Vraiment, ce soir, tel mon sobriquet de cet épisode, je me sentais comme l'adulte dans la classe, c'est-à-dire que j'étais ignorant face au prof d'histoire. Alors, merci messieurs. Alors, Joe le prof Roussel, prof d'histoire et adulte dans la classe vous disent à très bientôt, n'est-ce pas? Merci aux membres Patreon qui étaient là ce soir. Il y en a qui arrivaient, qui repartaient. Alors, merci à vous. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur La Terre des Hommes. Oui, on est présent sur YouTube, mais c'est d'abord et avant tout un podcast. Alors, vous pouvez vous abonner facilement sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec et puis aussi, comme j'ai dit, YouTube. Merci à nos patrons, les curieux, stagiaires, historiens, nos érudits, nos deux orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rwanda et puis le miel Habitémis. Pour les rejoindre, c'est très facile. Vous n'avez qu'à visiter le patreon.com/SLTDH.
Merci à Touski TV, alors la chaîne Twitch de Touski TV, de nous passer en rediffusion le dimanche vers les 8h environ. Avant le jour du Seigneur, je l'oublie tout le temps. Avant le jour du Seigneur, vers 5h, entre 5h30 et 6h, mettons. Là. Avant le jour du Seigneur. Et puis Marc-André, ce n'est pas une émission religieuse, c'est vraiment une satire. Seigneur, comme étant quelqu'un qui... C'est une grosse satire. Oui, vraiment, quelqu'un qui saigne. Alors voilà, le jour du Seigneur. Je te voyais, c'est comme, c'est quoi, c'est une chaîne évangéliste, c'est quoi? Alors non, c'est le jour du Seigneur, avec l'excellent Frank Pocket, bien sûr, et puis après ça, il y a le crachoir, etc. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour un exercice de... C'est quoi, l'exillologie? C'est quoi? L'exillologie. C'est ça? Vexillologie. Vexillologie. Voilà, tu vois, quand tu veux, t'es capable. La vexillologie. Alors, on va faire ça la semaine prochaine, ça va être malade. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde.